présenter votre travail Noman Cadoré. Vous avez commencé la photographie très jeune, influencé par un grand-père passionné, et vous vous lancez dans la photographie sociale et politique en 2006 lors de la lutte contre le CPE. Vous avez ensuite Exactement. travaillé sur des thématiques variées telles que les townships de Johannesburg, les conditions de vie des réfugiés à Calais, les Roms, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais également la dénonciation des violences policières ou les manifestations contre l'état d'urgence. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Julien, vous êtes éducateur de formation, vous travaillez dans le social et autour de la question du droit au logement. Vous êtes aussi un photographe autodidacte. Et c'est à votre arrivée sur Paris en 2008 que vous commencez peu à peu à vendre des images et que vous décidez tous deux, avec votre ami Eros Sanat, de fonder le collectif œil, Our Eyes is Life, en 2012. C'est ça, Alors, exactement. Enfin, tous les 2 non, on était, tous les 4 au départ, mais, avec Noman et Eros, on a lancé, le collectif œil, c'est ça. Alors, avec le collectif, vous faites des reportages, des interventions dans les écoles, les lycées, en milieu carcéral et en 2015, le magazine Fumigène qui avait été créé initialement en 2000 par Raphaël Iem. Est-ce que vous pouvez m'expliquer rapidement, voilà, comment est-ce que cette collaboration est née? Comment vous vous êtes rencontrés? Et ben, tout d'abord, on s'est rencontrés, parce qu'on était engagés et qu'on se trouvait à des endroits, très régulièrement, aux mêmes endroits et puis, les affinités, se faisant, on s'était dit, «Pourquoi pas, créer des choses ensemble» et pour ma part, pour Fumigène, en fait, j'ai contribué au numéro des 10 ans, en fait, puisque le magazine est sorti en 2000 et donc en 2010, j'avais réalisé une série de photos et puis, depuis, on s'était dit que l'idée de ressortir Fumigène, heu, était importante et en 2015, on s'est décidé à ressortir sous une nouvelle formule, en fait, avec un magazine gratuit trimestriel. D'accord, parce que la formule précédente était comment du coup? Et ben, pendant les 5 premières années, c'était un fanzine que Raphaël a créé dans la banlieue d'Hérouville-Saint-Clair et puis après, ce magazine a grandi, puis il a été, vendu en kiosque, ancré, dans le hip-hop et c'est un magazine où tout le monde est bénévole et ben, voilà, la vie fait que des fois les aventures s'arrêtent pour mieux reprendre après et on a relancé du coup une formule complètement différente là pour le coup, heu gratuite. Gratuite avec un nouveau format qui tient, dans un sac, qui peut se passer de la main à la main et puis, ben, voilà, l'idée que ce soit gratuit, c'est qu'il puisse aller, là où, les gens ne puissent pas forcément les avoir, dont les quartiers populaires, puisque payer 5 € pour un magazine, c'est quand même une somme importante. On le voit bien avec le l'APL qui baisse, 5 € c'est très important et voilà donc la nouvelle formule est ressortie il y a 2 ans. Elle est sortie donc il y a 2 ans en format papier gratuit, mais aussi en format numérique, hein, disponible sur internet, c'est bien ça? Ouais, c'est ça en fait, l'idée c'était alors on a primé, on s'était dit, à l'heure du 2.0, pourquoi ressortir un papier, et en fait le papier c'est quelque chose qui se transmet, mais ce qui était important c'est aussi d'exister sur la vie, du web et du coup c'est aussi, le site internet de Fumigène, donc fumigène.org et on met, le magazine aussi, à dispo en PDF, sur le site internet. Ouais, super. Cette décision de fonder votre travail sur du multi-support, moi, je trouvais ça hyper impressionnant quand j'ai découvert, votre travail parce que tous les 2, l'un comme l'autre, vous, collaborez tant à des parutions dans la presse classique que, de la Fumigène, vous travaillez au sein du collectif, mais vous faites aussi donc comme je le disais, des interventions dans les lycées, en milieu carcéral. C'est un engagement qui est très fort, mais qui peut pa aussi paraître un choix ambitieux. Est-ce que c'était, un choix délibéré ou est-ce que c'était un concours de circonstances? Bah, Voilà, lié c'était important pour nous, en fait, d'exister sur plusieurs plateformes et notamment, un besoin un peu d'exister, physiquement partout. Aujourd'hui, comme vous le disiez, en fait, on fait des ateliers dans les établissements scolaires, en prison et du coup, au-delà de ces interventions, au-delà de ces rencontres qu'on crée avec les gens, on laisse des magazines, le magazine vit avec ces gens-là et du coup, c'est important de pas venir les mains vides et de partager quelque chose et c'est vrai que le support papier aujourd'hui, même si c'est un choix, qui peut nous prendre beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie, c'était, très important pour nous. C'était un peu une revanche et juste pour préciser ce que disait Julien tout à l'heure, on a décidé de relancer le magazine. Ce qui a été le point déclencheur, c'est ce moment donné où dans les médias, on voyait qu'après les attentats de Charlie Hebdo, de jeunes de banlieue, les médias parlaient de racailles et parlaient de potentiels terroristes et donc on s'est dit que c'était absolument nécessaire
de redonner la parole aux habitantes et aux habitants de quartiers populaires et de pas finalement laisser des médias parler, à notre place. Ouais, ouais, j'ai trouvé une citation de vous, Noman, qui est, hyper, révélatrice, hein. Vous disiez, alors je n'ai pas de source, mais que en grandissant en banlieue sud parisienne, je trouvais que les médias ne nous donnaient pas assez la parole et quand ils parlaient de nous, ils le faisaient mal. Ce que je voyais dans les médias ne ressemblait pas à ce que je voyais dehors. Voilà, Mmh. je c'est exactement ça, que vous êtes en train de nous raconter, en Bah, fait. c'est ça et ça, c'est quelque chose qui revient encore la semaine dernière, j'intervenais pour Fumigène à Fontenay et les jeunes me disaient, «C'est dégueulasse parce que dans les médias, en fait, on va nous montrer la petite fenêtre de choses négatives qui se passent en bas de chez nous, alors que finalement, il suffit d'ouvrir la fenêtre pour voir tout le positif qu'il y a et sans faire de l'angélisme, il se passe plein de choses positives dans les quartiers et c'est vrai que les médias n'en parlent pas, tout simplement parce que la plupart des médias, n'y ont pas grandi, n'y ont pas vécu et du coup ont une vision, quasi systématiquement, en fait, fantasmée des quartiers populaires et donc déformée. Donc c'était important, voilà, pour nous de parler de ce qui se passait vraiment. Le contenu de Fumigène en version, PDF est exactement la même que la version papier? Oui. Oui, Mmh, Oui, parce que la majorité des journaux, en fait, ont une, rédaction web et une rédaction papier qui changent en général fondamentalement et c'était donc, une question qui peut intéresser, en fait. et ben, nous, en fait, non, c'est la même, c'est la même rédaction puisque, comme je disais tout à l'heure, on est tous bénévoles, dedans. Heu, Aujourd'hui, on est 6 à chapeauter le projet, l'aventure fumigène, mais en réalité, en fait, on est une soixantaine de contributeurs. Donc heu, donc voilà, c'est aujourd'hui, on fait comme on peut, donc on n'a pas de mo peu de moyens, donc du coup, on n'a qu'une seule rédaction. Mais on tient bah, comme le magazine est gratuit, en fait, pourquoi sur le web on mettrait un magazine tronqué? Enfin, on se dit que voilà, si, les gens le veulent absolument, ben, ils peuvent l'avoir en papier et s'il y en a plus ou s'ils n'arrivent pas à l'avoir, il le contenu est quand même consultable, sur le net, quoi. C'était important. Tout à fait. Alors, vous êtes tous les 2 autodidactes, issus de quartiers populaires. Comment ça s'est passé au quotidien, notamment en termes d'accueil par parution photo, puisque vous faites aussi des parutions dans la presse, classique? Est-ce que vous avez senti une différence de traitement? Est-ce que, voilà, comment est-ce que vous l'avez vécu? Bah, dès le départ, en fait, dès le départ, quand tu es autodidacte, tu pas les codes, t'as pas, les us et coutumes de cette profession, et donc du coup, tu dois te forger de manière différente et avoir accès, après un parcours d'autodidacte assez long, à des premières publications qui étaient, moi, autour de la musique et puis après, du travail autour du droit au logement. Bah, voilà, c'est une forme de récompense, de pas de consécration parce qu'on le voit pas comme ça, en tout cas moi je le vois pas comme ça, mais en une forme de récompense et de reconnaissance aussi du travail, quoi, donc Ouais, donc c'était un long chemin. vous avez quand même fait des parutions dans Libé, dans Paris Match, dans l'Obs, dans le Wall Street Journal, dans Courrier International. Oui, en effet, on peut considérer ça comme une reconnaissance, en tout cas, de la qualité de votre travail, ça, c'est sûr. En termes de traitement, je pense notamment, enfin, il y a énormément de photographes qui sortent d'écoles de journalisme ou d'écoles de photojournalisme. Quels ont été vraiment les codes les plus difficiles pour vous à maîtriser? Est-ce qu'il y avait des enjeux de légitimité, ressentis dans vos échanges avec les rédacs ou pas du tout? Bah, ce qui est compliqué, c'est que nous, contrairement à celles et ceux qui font des écoles, on n'a pas de carnet d'adresses, on n'a pas le répertoire, on n'a pas le numéro des rédacteurs en chef photo. Donc du coup, c'est, beaucoup plus de galère pour réussir à mettre notre photo sous leurs yeux, en fait. Et ça, c'est vrai que quand on sort d'une grande école ou même d'une école, on a le prof qui passe le bon numéro qui va bien. Nous, on n'a pas tout ça, donc c'est beaucoup plus de bataille, pour y arriver. Et après sur le terrain, bah, c'est de toute façon, au final, c'est la photo que tu vas faire et ton comportement sur le terrain qui va faire de toi le photoreporter que tu es. Mais, c'est à ce moment-là que tout se joue et je pense que là-dessus, on n'a pas à rougir de notre travail. Mais en termes de réseau, c'est vrai que ça a été et c'est toujours, plus compliqué. Vous êtes beaucoup appuyé sur les réseaux sociaux, du coup, pour, pouvoir avoir une visibilité, gagner votre travail? Bah, on a eu une visibilité sur, avant même les réseaux sociaux, dans les réseaux, je dirais, du quotidien, dans les réseaux, notamment militants. Ensuite, les réseaux sociaux sont arrivés, donc ça nous a permis de confronter notre travail, aux gens et au fur et à mesure, avec, l'aide des réseaux sociaux aussi,
à faire monter notre travail, le plus largement possible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une base de gens avec qui on avance et qui nous permettent aussi cette visibilité. Et c'est fort parce qu'on est, que ça soit le collectif Fumigène ou à titre individuel, on est, énormément soutenu, énormément porté dans ce qu'on fait et c'est une force incroyable. Et je pense que c'est, l'addition de toutes ces personnes-là qui nous soutiennent, qui font que qu'on arrive à avancer aujourd'hui. Vous avez réussi à créer votre propre réseau, sans attendre de bénéficier des numéros de téléphone et des coups de pouce, des profs, comme C'est certains peuvent ça, en avoir dans les écoles, c'est en ça. fait. C'est Hem, oui? c'était dans l'idée aussi de se dire que, il y a un espace médiatique, très large, très, très vaste et que nous, on avait notre place là et qu'on n'était pas obligé de courir après, tout le monde pour pouvoir avoir une publication et que, ben, on pouvait, nous, créer nos propres, contenus, nos propres médias, avec des angles différents probablement. En tout cas, nous, on a décidé avec le pour Fumigène de traiter, de choses assez positives, avec, en fond, redonner des couleurs à l'engagement aussi, heu et donc voilà, c'est pour nous, c'était important de se rapproprier cet espace-là et on crache pas sur l'autre espace médiatique les autres espaces médiatiques dans lequel on navigue aussi, mais on a notre base de repli, propre qui pour nous est super importante, qui est aussi notre liberté en fait de faire du journalisme, de la photo comme on l'entend et comme on a envie de le défendre, tout simplement. Alors vous parlez d'engagement, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus justement sur, les milieux l'un comme l'autre au départ, des les luttes qui ont été à l'origine de votre parcours? Vas-y Julien. Hem, La question piège. non, 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 pas du tout. c'est, moi, pour moi, c'était une forme de continuité, en fait, avec le travail social. Je suis donc, comme tu le rappelais tout à l'heure, enfin, au début de l'émission, c'est que moi, je suis éducateur de formation, donc et avant ça, j'étais animateur et donc j'étais déjà ancré dans la question sociale et du rapport à l'autre et puis, la photo, s'est présentée comme un outil, important d'échange, de discussion, de création et puis, ben, voilà, le social, en fait, n'a jamais quitté, la personne que je suis, même si aujourd'hui j'ai quitté le secteur, professionnel du travail social. Mais on fait du social, autrement, avec les médias et là, moi, je travaille sur des projets à Roubaix, dans le nord de la France, heu, qui ont ces impacts-là aussi, sociétal et social, en fait. Tu animais, hein, je crois, Julien, des ateliers avec, gens auprès de qui tu intervenais quand tu étais éducateur, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais, Ouais. c'est ça. Noman? Oui, alors, bah, moi, pour ma part, en fait, j'ai eu bah, en fait, rapidement, hein, très jeune, adolescent, j'ai été, arrêté et violenté par la police sans aucune raison valable. De là, j'ai commencé à nourrir une lutte contre les violences policières, en tout cas à me documenter, essayer de comprendre ce qui se passait autour de moi et en parallèle de ça, je commençais, la photo avec comme vous l'avez rappelé au début d'émission, un grand-père passionné et du coup, j'ai très rapidement voulu articuler ça autour de ça, en me disant que je pouvais pas faire de la photo passion, des choses qui se passent à côté de moi sans parler des problèmes que je peux vivre ou que je vois, Au hem, au quotidien. quotidien, exactement. Et donc du coup, ça a été d'abord, un combat, contre les violences policières et ensuite, très rapidement parce que dans mon secteur géographique, il y avait, un squat de sans-papiers qui avait été évacué en 2006 à Cachan. Donc très rapidement aussi, un réseau militant autour des questions, des droits humains, des sans-papiers et donc ensuite, voilà, avec le temps qui arrive, la question des réfugiés et évidemment toujours, centrale, la question des violences policières. Ah oui, ça on va le voir un petit peu plus tard, Mmh. enfin on va même le voir ensuite. Nos auditeurs vont pouvoir se tourner sur l'écran et on va découvrir une photo que vous avez sélectionnée, justement, Noman. Hem, alors, touc touc, voilà, c'est une photo, superbe photo de d'Assa Traoré, qui figure, Oui. notamment en couverture du livre «Lettre à Adama». Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'histoire qui se cache alors, à la fois derrière cette image et surtout sur les raisons de ce choix? Alors, cette image a été prise, peu de temps après la mort d'Adama. Donc Adama, on le rappelle, hein, qui est mort
en juillet 2016, étouffé par 3 gendarmes. Cette photo a été prise lors d'un match de foot de l'équipe du Ménilmontant Foot Club, qui est un club de foot, autogéré et antifasciste. Ils ont organisé un match en hommage à Adama et donc sur cette photo, en fait, on voit Assa qui est, face alors là, on le voit pas, mais face aux supporters du club de foot et qui, est noyé dans des fumigènes. Et alors, on le voit très peu, mais au second plan, il y a, les amis d'enfance d'Adama, donc c'était aussi important qu'ils soient sur cette photo en por avec le t-shirt. Cette photo a été, ça a été un moment assez fort, en fait, parce qu'il y avait toute la famille d'Adama qui était là et il y avait, de ce côté, les supporters qui avaient fait des slogans en hommage à Adama. Cette photo a été sélectionnée donc comme vous le rappelez, pour la couverture du livre, Lettre à Adama, écrit par Assa et Elsa Vigoureux et c'est important, en fait, c'est un bah, on le disait tout à l'heure, un sujet qui me tient à cœur, mais c'est vrai que, depuis que je connais, la famille d'Adama, depuis que j'ai rencontré ses proches, on a tissé des liens amicaux, fraternels aujourd'hui et du coup, j'essaye en fait de rendre compte, de la lutte qu'ils mènent au quotidien depuis la mort de leur frère ou de leur fils et actualité oblige, contrairement à François Ruffin, je me positionne dans l'affaire d'Adama Traoré, Julien aussi, à travers le collectif Œil et Fumigène. On se positionne clairement en faveur de la famille d'Adama et donc on essaye le plus possible de porter, ce message. En effet, vous, vous avez été amené à suivre le combat quotidien, hein, de toute la famille, qui a été rejoint par un collectif entier maintenant d'artistes, de chercheurs, en plus des anonymes et des proches. Mmh. Durant toute cette période, toute cette année qui vient de s'écouler, quels sont les faits dont vous avez été témoin qui vous ont le plus marqué? Bah, les faits tout simplement, c'est, je dirais un acharnement permanent. C'est-à-dire que on a une famille qui se retrouve, du jour au lendemain frappée par la mort atroce, d'un jeune de 24 ans et la une justice française qui, pour l'instant, fait la sourde oreille parce que les gendarmes qui ont été impliqués dans la mort d'Adama n'ont toujours pas été auditionnés, n'ont toujours pas été, hem, auditionnés tout simplement et alors qu'à côté, on a des membres de la famille et des membres du comité de soutien qui sont en détention provisoire pour, des supposés, faits de violence qui ne sont pas encore prouvés et donc du coup, c'est cet acharnement depuis la mort qui est extrêmement frappant. On a la maman d'Adama notamment qui est blessé et c'est même pas le terme, mais qui est, voilà, qui perd son fils et qui se retrouve à devoir supporter finalement des perquisitions très tôt le matin avec des policiers cagoulés chez elle et des choses qui sont, inimaginables pour une famille en deuil. Donc c'est vraiment, je dirais, la succession de toutes ces violences quotidiennes, autour de la famille et autour du quartier. Parce que n'oublions pas que c'est tout un quartier aussi qui s'est levé en solidarité avec Adama et qui se retrouve aujourd'hui, complètement harcelé par la police. Et en tant que photographe, qu'est-ce que, selon vous, la photographie peut apporter comme supplément dans cette lutte? Quel angle avez-vous choisi d'aborder particulièrement pour essayer de, voilà, de continuer à apporter, une militance supplémentaire par la photographie Bah, dans leur combat? moi, ce qui m'importait, c'était, d'une part de couvrir les temps médiatiques comme les grandes marches, comme les grands rassemblements, mais, qui sont déjà largement couverts et donc aussi j'ai pris le pari de couvrir, d'autres moments. Donc ça m'arrive, de je fais des photos très régulièrement que je ne diffuse pas et qui, à terme, constitueront finalement un documentaire photo sur toute cette mobilisation et ça passe par des temps de repas, des temps de discussion, des temps de déplacement aussi et c'est important, je pense, de poser, dans le temps cette mobilisation et qu'on sache que peut-être dans quelques années, qu'on se dise: «Bah, voilà, il y a eu cette histoire, mais ça s'est pas limité à trois quatre marches et à un livre. C'était beaucoup plus que ça» et c'était, finalement des dizaines et des dizaines de gens qui se sont mobilisés et qui ont essayé de se faire entendre et donc du coup, la photo, ça pose et ça fige le temps sur cette histoire. Oui, ça permet aussi de marquer à quel point ça a impacté des vies, dans leur quotidien et dans la réalité, pas juste sur des événements un peu médiatisés, hein, en C'est effet. ça, complètement. Alors, nous allons quitter brièvement la question des violences policières, mais on verra qu'on y reviendra de toute façon et on verra surtout que les 2 sujets ne sont pas si éloignés que ça. Mais vous avez été tous les 2 très actifs sur la question des conditions de vie des réfugiés bloqués aux alentours de Calais, où vous travaillez depuis plusieurs années maintenant. Que pouvez-vous nous dire sur, la situation que vous avez vécue et vos conditions de travail sur place? Alors Calais, donc c'est cette ville, au nord de la France, dans le Pas-de-Calais, qui est la plus proche de l'Angleterre, en fait, et qui est du coup depuis 20 ans, heu, vit au rythme aussi, des flux migratoires vers l'Angleterre qui est, pour beaucoup la terre promise. Heu, Calais, c'est hyper complexe, c'est petit en fait et c'est complexe,
la jungle de Calais est arrivée, jusqu'à 8 à 10 000 personnes, sur cet ancien espace, qui semblerait être une ancienne décharge bah, voilà, c'est extrêmement compliqué et de pouvoir, prendre du temps, tisser du lien, mais c'est en y allant et en ne volant pas des images qu'on rencontre les gens et nos plus grandes difficultés, en fait, étaient à Calais, c'était pas le rapport avec, les réfugiés qu'on pouvait avoir et qui pouvait parfois être conflictuel, ce qui peut arriver puisqu'on avait un appareil photo et on pénètre l'intimité des gens. C'était le rapport avec, la police, sur place, tant les CRS, la police municipale, la police nationale, la gendarmerie, en tout et la police aux frontières, donc tout l'arsenal policier, de l'État français qui, à mon sens, s'acharne, sur des personnes qui quittent, un territoire en guerre ou qui sont, considérés comme migrants économiques, mais qui espèrent juste avoir une vie meilleure que celle à laquelle, ils vivent et aujourd'hui en France, et ben, cette violence, qu'on voit en fait est insupportable et voilà, j'ai passé cet été 10 jours à Calais, heu, justement hors temps médiatique, puisque la jungle de Calais, c'était quand même près de 1 000 accréditations presse et on parle d'une mascarade médiatique d'ailleurs, en tout cas moi je parle comme ça. Heu, Quand tu y vas avec, dans un autre temps médiatique où, il y a pas tout le temps des journalistes, tu tisses encore d'autres liens et du coup tu as accès aussi aux réalités de la vie quotidienne là-bas, en tout cas de la survie et donc et aussi, les violences, policières là-bas, qui sont cachées et qui ont commencé à être révélées, notamment grâce à des images de Gaël Manzi, d'Utopia 56, qui avait fait, avec sa GoPro et qui a filé ces images, à Arte, pour Jungle News, qui montrait aussi toutes ces violences qui sont, finalement une continuité que de ce que dénoncent, les associations, sur place, mais pas que, les habitants qui sont investis aussi, sur le terrain depuis des années et qui aujourd'hui subissent des répressions, sans nom puisqu'on les a observés, on les a vus, heu et donc voilà, la plus grande difficulté en tout cas pour nous, en tout cas pour moi, c'était ce rapport, avec la police là-bas, sur place. C'est on est à presque un an maintenant du démantèlement de la jungle. Que ça a évolué du coup la situation de vie de ces réfugiés sur place? Comment est-ce que ça se passe en ce moment? Enfin, comment est-ce que ça se passait au moins cet été? Eh ben, oui, elle a évolué, mais pas dans le bon sens en fait, elle s'est empirée. Heu, Autant, au moment de la jungle et qui est absolument pas quelque chose, de rêvé, hein, de vivre dans la jungle de Calais. Il y avait, 10 000 personnes qui étaient, au même endroit. Certes, c'était compliqué, mais les associatifs, les bénévoles et les personnes, en fait, pouvaient, être ensemble. Aujourd'hui, la réalité à Calais, c'est que les gens vivent par communauté, enfin, survivent par communauté dans, des mini-jungles ou dans des squats ou même, dans la rue même, chassés systématiquement par la police parce qu'évidemment, pour, la maire, de Calais, en fait, il faut pas de réfugiés dans sa ville. En tout cas, moi, je les interprète comme ça. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où, cet été, des jeunes dorment sous des ponts, des jeunes, oromos, somaliens, dorment sous des ponts, se font chasser la nuit par la police, réveillés 3 4 fois par nuit, heu et donc vous pensez bien qu'un jeune, de 16 ans ou 17 ans, qui dort même pas 4 heures par nuit dans le froid, là, on rentre dans une période, qui est l'automne, mais qui est un temps de froid, heu, je me demande le nombre de morts qu'on retrouvera, dans la jungle de Calais ou aux alentours. Parce que on est dans une politique de non-accueil des réfugiés, en fait, pas une politique d'accueil comme il peut être défendu à l'étranger par le président français. Aujourd'hui, on est dans une politique de non-accueil et de répression aussi bien, des réfugiés qu'aussi des soutiens puisque, au quotidien, les pressions sont fortes et il y en a qui ont été arrêtés, il y en a qui sont contrôlés, il y en a qui sont, voilà, sous pression policière tout le temps. Vous avez, et tous 2 été assez vigilants sur, la situation des personnes qui ont subi, hein, ces évacuations à répétition, comme on a pu le voir, au niveau de la porte de la Chapelle. On est un petit peu dans les mêmes schémas, en fait, à Calais avec l'évacuation de la jungle, c'est-à-dire un schéma, d'évacuation à répétition, de petits campements, un éclatement, de la jungle pour que, justement on puisse, beh
persécuter plus ou moins ces petits campements et les évacuer à répétition. Est-ce que c'est pas une situation qu'on retrouve, un petit peu partout en France au final? Bah, c'est surtout qu'on a des effets d'annonce, en fait. Ça veut dire que le gouvernement, alors les gouvernements successifs décident de démanteler, un campement parisien ou la jungle de Calais. Donc ça rassure les gens. On a l'impression que ces réfugiés vont trouver des hébergements. Mais finalement, pour le cas de Paris, par exemple, il y a beaucoup de réfugiés qui ont des démarches en cours à Paris. Donc quand ils se retrouvent, loin de l'Île-de-France, bah, finalement, inévitablement, ils vont revenir à Paris pour finir les démarches. Pour le cas de Calais, quand on a des gens qui nourrissent l'espoir depuis plusieurs, mois, voire plusieurs années, de partir en Angleterre, bah, on a beau leur trouver, un hébergement d'urgence à Marseille, bah, finalement, après quelques semaines ou quelques mois de repos, et ben, ils vont, quasi inévitablement tenter de remonter à Calais. Donc en fait, on a des effets d'annonce qui finalement, on s'en rend bien compte sur le terrain, ne changent pas grand-chose, mais surtout, les situations se dégradent parce que en effet, au lieu d'avoir un endroit concentré où les assos peuvent bosser et où surtout, il peut y avoir une construction politique de la lutte, et bah, là, on se retrouve avec, des mini-camps complètement éclatés ou des gens en errance totale et donc du coup, en termes de résistance commune, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis en termes de vécu humain, on n'imagine pas, les impacts justement de ce traitement et de ces exils forcés à l'autre bout de la France pour finir par, revenir, sur le chemin qu'on s'est choisi. Non, on est très, très loin d'imaginer, Ouais. ce que ces gens peuvent vivre. Julien Pitinam, on va passer au cliché que vous nous avez choisi, alors qui est un petit peu, enfin voilà, qui reste sur ces thématiques, hein, de, répression policière et de la manière dont ça peut se manifester à différents endroits de la société. Vous avez choisi pour votre part la, photo qui vient de s'afficher sur nos écrans et que vous avez intitulée «Fumigateur de la répression», qui a été prise, ce jeudi 21 septembre dans le cadre des manifestations contre la loi travail. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet instant? Alors, ben, cette photo, c'est la fin de la manifestation à Lille, contre la loi travail, et la manifestation s'est passée dans le calme, tout le long, et à la fin, pression policière, ils vont chercher quelqu'un, dans dans le rassemblement à la fin sur la place de la République, à Lille, et pour vite, chasser tout le monde, en fait, ben, ils se mettent à gazer, de manière, continue et surtout, hallucinante, dans le sens où, là, c'était gazeuse à main, il y a eu du gaz partout. Moi, j'ai moi-même été gazé, par un des policiers, présents sur cette photo, et moi, ce qui était important, c'était pour moi se dire qu'il y a une nouvelle rentrée sociale là, qui a lieu depuis quelques semaines, et qui est une prolongation, une continuité de l'année sociale de l'année dernière, et qu'en fait les choses ne changent pas, et qu'aujourd'hui pareil, il y a de plus en plus de répression, sur les gens qui sont engagés sur les luttes sociales, qu'elles soient syndicales, heu, militantes, peu importe, il y a une vraie répression pour qu'on rentre dans le moule, pour que les gens rentrent dans le moule et ne fassent pas trop de bruit, et pour moi, elle, cette photo marque, un peu on va vous, insectiser pour pas que vous parliez, quoi, pour pas que vous vous manifestiez, et la réalité, c'est qu'on s'est fait, qu'on a été, voilà, on nous a balancé, une quantité de gaz, pour pas parler, voilà, forcément pendant une demi heure, après tu es ailleurs, quoi, tu es dans les gaz, quoi. Et toi, ils t'ont lavé, comme on dit, si on peut le dire, Julien, Ouais, c'est ça policier. exactement. J'ai été lavé par un des policiers là, qui, heu qui volontairement, me gaze, et je vais le voir un quart d'heure après. J'étais avec, d'autres, collègues de presse, dont, des photographes d'agence reconnus. Et je lui ai dit: «Mais, pourquoi vous arrosez la presse?» Et voilà, ils m'ont dit qu'il y avait quelqu'un derrière moi, sauf que non, j'étais contre un camion, donc j'étais tout seul, et voilà, c'est le lot quotidien aussi pour ma part à Lille, parce que, l'année dernière, pendant la loi travail, j'avais sorti une photo, que j'ai pas voulu présenter parce qu'elle était déjà de l'année dernière, où des policiers, en fait, tapent, Un 4 policiers tapent, manifestant, ouais. un manifestant au pied de la mairie de Lille, et du coup, cette photo a fait quand même beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux au début de la loi travail, dans les médias aussi parce que je l'ai vendue. J'ai aussi été interviewé, et surtout,
que les gens ne savent pas ou n'imaginent pas forcément, c'est les conséquences d'une image comme celle-ci quand tu es photoreporter indépendant dans une ville moyenne. Bah, c'est des pressions policières régulières sur toutes les manifs. Du coup, tu es là comme, le poil à gratter en fait, mais assumé et ben, aujourd'hui, me faire gazer en manif à Lille, heu, c'est chiant, c'est clair, parce que ça pique encore, ça gratte encore, mais heu, mais ça fait partie du jeu en tout cas, moi j'ai accepté, pas de me faire gazer, mais j'ai accepté que je pouvais, par le travail que je faisais, déranger et donc voilà, c'est bien triste de se faire gazer, dans les manifs. On en a pas envie, personne n'a envie, mais voilà, pour moi, c'est compliqué, mais on fait le travail toujours. Et Alors du coup, comment ah pardon. Petite question, subsidiaire, est-ce que, vous, Noman et Petit Gnome, vous avez une carte presse? Non, alors on non, n'a pas de carte de presse, officielle parce il faut justifier de plus de 50 ou 60 de ses revenus dans la presse et malheureusement, on n'y arrive pas encore, loin de là. Donc on n'a pas de carte de presse. Mais par contre, on a des cartes d'agence, des agences chez qui on distribue nos images parfois et qui nous permettent, parfois d'être moins embêtés. Mais non, 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 on n'a pas la carte de presse, française. peut-être que vous pourriez nous faire un petit point au sujet de l'encadrement juridique des parce que souvent on entend des gens qui, voilà, ou même genre des forces de l'ordre qui nous disent qui disent aux photojournalistes qu'ils n'ont pas à être là, qu'ils n'ont pas le droit de filmer, qu'ils n'ont pas le droit de voilà. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit éclairage juridique histoire qu'on remette les choses dans le bon ordre? Alors pour ma part, j'ai entendu partiellement la question, mais un Ah! éclairage sur ce qu'on a le droit de faire c'est Oui, ça? tout à fait, ouais, D'accord. sur les Alors sur le droit le devoir d'informer, le droit d'informer. bah, c'est ça. Alors très souvent, en fait, la police, nous empêche, ou bien verbalement ou bien, physiquement ou bien avec à l'aide de gaz, de les prendre en photo et en vidéo. Mais, pas de chance pour eux, en fait, ils ont totalement pas le droit de faire ça et donc le droit à l'information prévaut sur le droit à l'image et quoi qu'il en soit, la captation, alors que ça soit pour les journalistes qui ont la carte de presse, pour les photoreporters qui l'ont pas ou pour n'importe quelle citoyenne ou citoyen, la captation d'image est totalement légale. Même avec un smartphone, même avec, ce que vous avez pour faire des images. Donc Et bref, c'est légal lorsqu'un policier est sur la voie publique. d'ailleurs, la circulaire de décembre 2008 le dit très clairement, Oui, une circulaire qui a tourné, pour indiquer en effet que les policiers, à part dans certains cas, étaient, dans leur plan de rade de se faire photographier comme n'importe quel citoyen sur le public, et la Cour de cassation a aussi indiqué qu'on pouvait, avoir le travail de journaliste sans avoir la carte de presse. Ouais, mais exactement. ça c'est dans les Ça, c'est papiers, les en fait, textes. c'est Oui. les textes. La réalité aujourd'hui, c'est qu'un policier l'interprète comme il veut. Moi, j'ai eu le cas ici à Lille, d'un commissaire qui, m'a dit qu'en 2008, c'était Sarkozy, qu'il est plus au pouvoir et que ça avait changé. Sérieux? Ouais, sauf qu'on Ah est ouais, quand bien au même, hein. fait forcément. Donc heu, donc voilà. Si déjà, dans les écoles de police, ils prenaient déjà un peu le temps à les former à leur question du droit à l'image qui n'existe pas en tout cas pour, ceux qui font, du maintien de l'ordre, ça serait déjà beaucoup plus simple. Sur la loi travail, il y a un nombre de journalistes, qui ont ét qui ont été, molestés par la Blessés, police ouais. ou en tout Mmh. cas, dégagés des manifs, parce qu'ils, avaient pas la carte de presse de l'État français, enfin de la France. Heu, c'est un truc de fou. On est dans cette situation-là. Enfin là Bah aujourd'hui, bah, pour ma part, le 1er soir le soir du premier tour des élections présidentielles, j'ai été pris à partie par 5 policiers en civil qui m'ont sorti derrière une ligne de CRS et qui m'ont, menacé, insulté et frappé au visage avec mon propre appareil photo parce qu'ils me reprochaient de les avoir pris en photo. C'est des moments assez What? compliqués. Ah ouais! Voilà, c'est un petit peu compliqué à ce moment-là, alors qu'on est couché au sol et qu'on a 2 policiers qui nous tiennent avec ils avaient les matraques télescopiques sur l'épaule et m'expliquaient qu'ils voulaient pas être pris en photo. C'est compliqué de leur sortir la circulaire et ça s'est soldé par, donc je vous dis, des coups au visage. Ils ont volé ma carte mémoire avec toutes mes images tout mon reportage du soir et ils ont fracassé volontairement au sol mon deuxième appareil photo. Donc voilà, on est sur un texte de loi qui nous autorise à le faire, mais où dans la pratique, c'est parfois beaucoup plus compliqué que ça. Oui, il y a plusieurs journalistes, hein, qui ont été blessés pendant Exactement. les manifestations de l'année dernière.
et vous avez communiqué pas mal là-dessus. Comment est-ce que vous recevez du coup, vous percevez les évolutions à venir et notamment le projet de loi sur la sécurité intérieure qui était en débat aujourd'hui à Mmh. l'Assemblée? Et est-ce que vous pensez que ça risque d'avoir des répercussions sur votre liberté de travail? Bah, oui, Ouais, vas-y. ouais, oui, c'est certain puisque, c'est sur la question de l'état d'urgence aussi, qui rentre dans le droit commun. Ça veut dire que tout le monde est potentiellement un terroriste ou un militant violent et donc du coup les perquisitions à pas d'heure, non, bah, du coup, sans cadre puisque, ça pourrait se faire comme ça. La répression qui va être grandissante. Non, moi je considère que ça va pas être, quelque chose de positif et qui va aller dans le bon sens pour nous. Là, il y a Indy Media, suite, aux incendies, d'un hangar d'une gendarmerie, par le fait d'avoir publié le communiqué, de ceux qui revendiquaient, l'acte, risquent de fermer. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État français, aussi avec, le renforcement de cette politique répressive en intégrant l'état d'urgence dans le droit commun, va pouvoir décider de ce qui est bon ou pas bon, de publier, d'être maintenu sur des réseaux, sociaux, sur le web et si ça va pas, en fait, on fait sauter le site internet, quoi et là, on en est à ça, quoi. Donc non, pour moi, c'est pas quelque chose qui va aller en s'améliorant. D'autant que, si je ne dis pas de bêtises, vous avez, souci, vous avez reçu une, interdiction, pardon, de manifester, Noman, l'année Ouais. dernière. Ouais, ouais, je le reçois en rigolant, mais c'est évidemment pas marrant du tout. Alors on a été en fait sur une des manifestations au travail, je fais partie des premières personnes concernées et il y a eu 11 personnes qui ont été, interdites de manifester et sur les 11 personnes, il y avait un photographe, c'était moi et on a alors c'est la méthode aussi, au-delà du principe même de nous interdire de manifester qui est déjà quelque chose d'assez scandaleux. La réponse du Hem préfet était quand même, assez intéressante. Alors en fait, dans l'histoire même, c'est de venir au domicile parental un samedi soir, à 21h30 avec l'ordre de revenir à 3 heures du matin si je suis pas revenu entre-temps, alors que j'habite plus depuis des années et c'est tout ce qui est mis en place pour intimider en fait et finalement, heu, au-delà d'empêcher une personne physiquement de se rendre en manifestation, c'est aussi de jeter le discrédit sur cette personne auprès de sa famille, auprès de ses Mmh, proches tout à fait. et en effet, la réponse du représentant du préfet de police qui m'a dit le mardi, matin de la manifestation, lorsque je l'ai croisé au tribunal administratif parce qu'on a saisi le tribunal, il m'a dit: «Je suis désolé, on ne savait pas que vous étiez photographe», alors que 2 ans auparavant, je me suis rendu, en Palestine pendant la guerre à Gaza, voilà, que notre travail est diffusé dans la presse et qu'on ne se cache pas du tout de ce qu'on fait et donc c'est important de le préciser, sur les 11 personnes, 10 personnes ont eu finalement l'autorisation d'aller en manifestation, la 11e n'ayant pas saisi le tribunal et aucune n'avait été reconnue coupable d'avoir commis des délits. Donc en fait, c'était uniquement des interdictions, arbitraires dont je faisais partie. Et donc du coup, au quotidien, comment est-ce que vous vous organisez pour pouvoir continuer à exercer votre métier dans les conditions les moins, dégradées possibles? Est-ce que, vous avez des stratégies? Comment est-ce que vous vous organisez? Ouais. Bah, déjà, on essaye de plus jamais, se déplacer seul et c'est assez alarmant de se dire qu'aujourd'hui, quand on va couvrir une manifestation à Paris, on n'y va plus tout seul ou en tout cas, on se prévient. Donc systématiquement, même si Julien habite, dans le nord de la France et moi, à Paris, lorsqu'on se rend l'un ou l'autre sur un déplacement, on se prévient et on est totalement connecté. Alors avec d'autres amis photographes, mais déjà ça et physiquement ensuite on essaye de bosser, à 2 ou 3 histoire de pas laisser, quelqu'un isolé et se faire, comme ça a pu m'arriver, ce jour où je me suis fait, frapper avec mon matériel, isolé par la police et violenté. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est dingue d'en arriver là, en France aujourd'hui. Ah Oui, mais c'est, totalement. Et d'autre part pardon, pas de d'autre souci. part aussi, il y a aussi eu le cas, en tout cas à Lyon, on travaille relativement pareil en fait, on est par 2 ou 3 minimum et si une personne se fait happer, les autres photographient. Ouais, c'est ça. C'est Bah, nous, ça nous est déjà arrivé, notamment pour un ami, Alexis Kraland, qui a une chaîne qui s'appelle Street Politics. ah bah oui, Il était en train de c'est filmer. Alors lui, c'est systématique, hein, il se fait quasiment frapper à chaque fois par la police. sérieux? Mais je me souviens d'une manif, alors c'était, pendant la loi travail,
où les policiers sont venus sur lui, l'ont encerclé, l'ont emmené et en fait, il a fallu que physiquement, cette fois-ci, on le tienne par le sac et qu'on vraiment qu'on gueule, pardonnez-moi l'expression, pour que le policier décide de le lâcher, en fait. Et à plusieurs reprises, on a dû aller chercher comme ça des photographes, qui se sont fait attraper par la BAC ou par les CRS et emmenés, en toute discrétion derrière. Donc là, on est obligé d'être hyper vigilants les uns avec les autres et ça demande un effort, supplémentaire déjà sur notre boulot de base, en fait. Kraland d'ailleurs qui a publié sur Twitter il y a assez peu de temps, la vidéo de son arrestation, Oui. qui avait d'ailleurs eu, beaucoup de retours positifs comme négatifs. Ouais, ouais, mais c'est assez, enfin, c'est assez dingue, voilà, l'image là de la manif du 12 où on le voit, il est en train de filmer, il bouge pas et un policier arrive sur lui, matraque sortie, le fout au sol et l'arrête et donc voilà, on en est là aujourd'hui donc à Paris ou ailleurs, c'est voilà, ça se passe comme ça aussi pour les reporters indépendants, quoi. Alors Reporters du indépendants qui ont aussi, une vision engagée et qui vont là où la police, ne veut pas qu'elle aille aussi. Enfin ça, c'est Mmh. une réalité de terrain, c'est que, on prend l'exemple d'Alexis, Alexis, il va au nez, il va là où on pense pas qu'il pourrait aller et puis il sort des images un peu folles parce qu'il est là et donc du coup, c'est une façon aussi de mettre la pression. J'ai un souvenir pendant la loi travail où on était en lien et il y a des policiers qui sont en bas de chez lui, avant une manif. Donc c'est de la pression régulière. Lui, c'est le mac enfin c'est fou ce qu'il vit en termes de répression et de pression policière. Mais on en est là aujourd'hui. Oui, on peut aussi parler des enfin voilà, des policiers qui viennent nous voir en manifestation. Je me souviens il y a 2 ans, la marche pour Clément Méric, c'est le jeune, antifasciste qui a été tué par l'extrême droite. Quelqu'un qui vient à côté de moi, j'étais en train de faire des photos avec, mon matos, en train de bosser, qui se met à côté de moi et qui me dit: «Monsieur Cadoret, c'est pas étonnant de vous voir ici». Et je le regarde, je lui dis: «Mais vous êtes qui?» Et il me dit: «Bah, vous inquiétez pas, moi je sais qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous faites» et qui s'en va et qui rejoint une ligne de policiers. Et donc en fait, on a, maintenant carrément une intimidation, nominative avec des agents des renseignements qui viennent comme ça nous montrer qu'ils nous ont vus, alors que même on se cache pas, mais et qui viennent mettre cette petite pression supplémentaire en pensant que ça va peut-être nous faire, avoir peur ou reculer. Mais bon, ça marche pas parce que ça nous fait enfin en tout cas, ça me fait dire personnellement qu'on est dans le vrai que et la que, lutte est juste et que et que c'est ça et qu'on continuera à le faire, en fait. Et qu'on peut venir m'appeler par mon nom s'il faut ou m'attendre en bas de chez moi, mais on continuera à faire ce boulot-là. j'en profite pour rebondir sur une question de nos auditeurs qui nous posent des petites questions Mmh là mh. sur le chat et qui demandent quels sont les recours en cas d'abus? Bah, je crois que je l'avais répondu, mais les recours, c'est de porter plainte à la police contre la police. Donc enfin, vous imaginez bien le ridicule de la situation, c'est qu'on est reçu dans un commissariat pour dire: «On s'est fait taper par des policiers». Quand on voit tous les non-lieux qu'il y a historiquement, dans les pour les familles qui ont un membre tué par la police, c'est pas un coup au visage, par un policier dans une manifestation, interdite qui va être entendu. Finalement, à part communiquer sur ce qui se passe et justement, encore une fois, là, on parlait tout à l'heure des gens qui nous portaient notre travail, c'est à ce moment-là que c'est hyper important aussi. Mais sinon, les vrais recours, finalement, on sait qu'il y en a pas à part indigner les gens, bah, voilà, enfin, malheureusement, là-dessus, on n'a pas de vrai recours. C'est pas au niveau de la justice, en tout cas, que vous attendez des solutions. Après, il y a le réseau Reporters sans frontières qui a sorti un rapport l'année dernière qui était quand même assez accablant Mmh. et qui a fait réagir Jacques Toubon, le défenseur des droits. Est-ce que vous trouvez ça suffisant? Enfin, de quelle manière est-ce que vous aimeriez que les politiques se saisissent de cette situation et de ces dérives? Bah, pour prendre exemple, en 2016, c'est Bernard Cazeneuve qui avait reçu le SNJ, donc le Syndicat national des journalistes. Et par exemple, à la question toute simple du port du matricule, donc vous savez, c'est ce petit numéro sur, l'uniforme qui est obligatoire pour les policiers. Bernard Cazeneuve avait affirmé que ça serait rappelé à toutes les équipes sur le terrain et que du coup, les journalistes n'auraient plus de soucis pour identifier les policiers. On attend toujours. C'est-à-dire que depuis ce rendez-vous, où ça a été, promis les yeux dans les yeux, on attend toujours ce port de matricule. Donc ensuite sur les violences, c'est pareil. On aimerait évidemment, idéalement que les politiques s'en saisissent, mais on voit bien que c'est pas du tout le cas. Alors heureusement qu'il y a des grandes assos comme, Reporters sans frontières ou Amnesty qui font état de ces violences sur les manifestants et sur les reporters.
Amnesty d'ailleurs qui a fait justement une, campagne très récemment sur, sur ce qui s'est passé en 2016. En tout cas sur les Exactement, interdictions de manifester. c'est ça. Alors je continue sur les petites questions YouTube, question de Yurigan qui nous demande: «Quelles sont les principales qualités pour devenir photoreporter?» Là, je laisse répondre Julien. C'est sympa toujours avec moi, hein. Franchement, il y a pas de solution miracle ou de recette magique. La Il faut avoir envie de faire ces choses-là, il faut être passionné par l'image, je pense, et c'est une question d'envie, et puis, je crois beaucoup aux rencontres et à ce que réserve, l'avenir, et c'est au gré des rencontres aussi que tu construis un peu, ta photographie. En tout cas, moi, ça s'est passé comme ça, et à un moment donné, les choses, se présentent à toi. C'est une opportunité, il faut la saisir et pas la laisser passer pour pas la regretter tout simplement, quoi. Donc, il faut, en termes de qualité, ben, être ouvert évidemment, être curieux, et puis surtout, avoir, l'envie d'aller rencontrer des gens tout simplement et de partager, en fait. En tout cas, ça, c'est ma vision. Alors avant de terminer, je voulais savoir, le 18 mai dernier, aux éditions Libertalia est sorti le premier numéro d'une revue intitulée État d'urgence, qui est un ouvrage, d'un collectif dont vous faites partie et qui revient en images justement sur, tous ces états d'urgence, qu'elles soient sociétales, sociales comme, les violences d'État, les problématiques écologiques que nous rencontrons en France. Et j'avais envie de vous demander à tous les 2 quelles sont les news et les prochains rendez-vous à venir du côté d'État d'urgence? Eh ben, état d'urgence, il y a un numéro 2 qui se prépare actuellement. Il faut défendre le premier parce que rien n'est acquis évidemment, mais on travaille sur le numéro 2. Les éditions Libertalia, s'engagent aussi au numéro 2, sous la direction, de Yann Lévy, mais on est, 5 autres personnes, et 5 autres photographes, et éditeurs photo pour poursuivre ce travail de photographie sociale, et assumé dans le sens engagé aussi, où on vient défendre, une vision de la société, et voilà, tant sur l'écologie, sur les problématiques sociales de l'année, les réfugiés, voilà, il y a plein de thèmes, voilà, il y a plein de thèmes qui font la photographie sociale, et cette revue, annuelle, en fait, c'est quelque chose d'important pour nous, et on pense aussi pour la vision qu'on défend du photojournalisme. Comment est-ce qu'il est né ce projet? Ah, Alors c'est ce projet, il est né en fait, c'est, donc comme disait Julien, c'est Yann Lévy, qui est donc photographe, qui nous a, réunis autour de la table avec d'autres photographes et on s'est dit qu'en fait, à force de se croiser, à force de finalement avoir une même vision engagée des choses, il fallait qu'on pose quelque chose de plus solide et donc c'était une base commune de travail. On s'est dit que voilà, on allait faire cette revue donc pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est sous forme d'un livre photo, c'est quelque chose d'assez épais avec beaucoup de pages et donc c'était important en fait de peser aussi dans le milieu, des photoreporters et de marquer la ligne de l'engagement et donc du coup de faire un peu une rétrospective de l'année militante ou de l'année sociale et voilà un peu l'origine. Et c'est aussi, pour le coup, un ouvrage, un joli ouvrage qui est vendu aussi en librairie, et donc du coup, on inscrit quelque chose dans le temps. En tout cas, on s'arrête sur une année sociale, et c'est un objet qui restera, qui circulera aussi probablement, et on revient au papier, quoi. C'est question de la trace, qu'on peut laisser d'un instant donné, sur une vision qu'on défend, et en tout cas une vision commune qu'on a, tous les 5 photographes, plus, Vincent l'éditeur, plus, Rose qui nous rejoint. Voilà, on est engagés, et en tout cas, on défend cette vision qu'on met du coup, sur papier, et qu'on espère, qu'elle puisse circuler, en tout cas elle soit là. Oui, là, on est même, près du livre photo, hein, quasiment, si ce n'est que, la mise en page est différente que, et que le texte, y prend une place. Mais c'est vrai que, c'est très différent de Fumigène, du coup, et que ça se complète bien en même temps. C'est vraiment une «offre» entre guillemets, complémentaire. Bah, voilà, Et pour nous, c'était différent, mais en même temps très cohérent. C'est pour ça que qu'on a accepté avec Julien de rejoindre ce projet et contrairement à Fumigène où on a un ancrage,
militants quartier populaire. Là, c'est quelque chose de plus large qui touche, beaucoup de monde et on invite, hein, les gens à se le procurer et à l'acheter. Alors nous, on touche rien dessus, c'est important de le dire, mais ça permet uniquement, en fait, de sortir le numéro 2 qui est en préparation et c'est un projet sur lequel, en fait, on n'a aucune vocation financière, mais vraiment un but d'informer. Donc la revue coûte 16 € et on la trouve sur le site de Libertalia. Dont vous pourrez trouver le lien pour les auditeurs en dessous de la vidéo, évidemment. Alors on va refaire un petit tour avant de se quitter sur les questions live de nos auditeurs, qui ont été pas mal intéressés par, les conditions de travail, hein, vraiment. C'est ce qui ressort le plus, voilà, et qui demandaient: «Avez-vous déjà croisé des flics sympas?» Mmh. Non. Non, non, Déjà. alors le silence, c'était pas pour pas répondre, c'était parce que je savais pas s'il allait répondre avant moi. Hem, je pense qu'il y a des gens qui, dans leur vie, sont sympathiques, mais dès lors qu'une personne rentre dans la police et qu'elle, même si elle a les meilleures intentions du monde, qu'elle rentre dans le système policier et qu'elle, de par son silence, couvre finalement tous les abus qu'il y a, tous les crimes policiers qui sont pas des bavures, parce que bavure, ça sous-entend que c'est une erreur, donc qui couvre tous les crimes policiers, tous les dérapages, les viols, les gens qui se font mutiler. Ils ont beau être sympas, le week-end en Mmh. famille, il n'en reste pas moins des membres d'un corps, extrêmement violent et finalement, de par leur silence, ils cautionnent cette violence. Donc je veux pas rentrer dans ce truc du bon et du méchant flic. Pour moi, voilà, dès lors qu'ils sont silencieux, ils couvrent, des choses extrêmement graves. Je suis Je d'accord. je je pense qu'on aura bien suivi le propos que vous vouliez développer. Ça me permet cependant de rebondir sur, nos dernières petites questions. Je vais passer à la phase questions humoristiques. Voilà, j'avais envie de clôturer cette émission qui touche à sa fin sur une petite note, un peu humoristique, donc qui a donc été introduite par cet auditeur, et de vous poser à chacun une petite question. Je vais commencer par, vous, Noman. Tiens, on m'a dit OK. que vous aviez été candidat aux législatives en 2012 sur la 13e circonscription des Hauts-de-Seine pour le parti Émergence. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, c'est vrai, parallèle de mon parcours, de photoreporter, j'ai un parcours militant et donc oui, on avait monté une liste associative au régional sur l'Île-de-France en 2010 On doit et ensuite même dans la pouvoir voir sur le live là tout de suite l'affiche de campagne, Et il est si tout beau, hein, va sur bien. cette Ah affiche. ouais, c'est incroyable. Petit mais costard, chic. voilà, en haut, au milieu. Mais c'est quelque chose dont je suis assez fier parce que c'était une très belle expérience humaine et on peut voir notamment juste en dessous Almami Kanouté qui est un militant, des quartiers populaires, de France que beaucoup de gens connaissent et avec qui je continue à travailler aujourd'hui, notamment sur des questions de convergence de lutte qu'on a pu voir, à Nu Debout, mais qu'on voit aussi auprès d'Assa Traoré et dans beaucoup, beaucoup de luttes, de droits humains. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne referai pas a priori, mais qui a été, très formateur dans mon parcours. Mais alors, je dois vous avouer qu'en préparant cette émission, ça a été Mmh mh. la petite, alors c'était à la fois une grande surprise et à la fois c'était la chose la plus cohérente qui soit. Mais ça m'a ouvert un petit espoir parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai été candidate aux législatives, cette année, photographe également, et du coup, quand j'ai vu ça, Noman, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que voilà, vraiment il y avait des points communs dans nos parcours et que j'espérais pouvoir en faire un aussi beau que le vôtre. Voilà et là d'ailleurs les auditrices, auditeurs découvrent, mon vrai prénom, parce que j'ai vu dans les questions quelqu'un se posait la question et donc voilà, vous avez balancé le dossier. C'est ça, la réponse était là. Julien, à votre tour, moi, j'ai vu que votre mère et votre femme étaient des super-héroïnes. Du coup, la question, c'est les super pouvoirs chez vous, c'est une histoire de famille ou bien? Non, je pense que c'est renvoyé, là pareil en fait à des femmes qui se battent au quotidien pour une vie meilleure et pour qu'on puisse, voilà, je pense à ma mère pour qu'on puisse avoir les meilleures choses pour, faire, quelque chose de bien de notre vie quoi, tout simplement donc ouais, je sais pas, le super héros, je trouve que ça s'y prêtait bien et voilà. Ma mère, ce super héros, c'est une série de photos, qui est peu diffusée
Elle a accepté de jouer le jeu, hein, c'est un peu, c'est voilà, voilà. Mais en tout cas, merci 1000 fois à vous 2 d'avoir accepté cette invitation sur ce premier épisode de Derrière le vide. Heu, Merci, je vais merci à vous. je vais clôturer en remerciant toute l'équipe à la réalisation, Hijack et Silvoca, d'Ashtroumpf au graphisme, Amalia à la modération et Brique Bleue pour les réseaux sociaux. Un gros, gros, gros remerciement à nos auditeurs pour cette première émission. N'oubliez pas de liker et de partager si vous avez apprécié. La suite sur Radio Insoumise, c'est demain pour l'entretien politique et mercredi pour la première d'une nouvelle émission qui s'appelle Deux points de vue, avec pour invités Raquel Garrido et Raphaël Enthoven. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain derrière le viseur 2. C'est une surprise. À